Bonjour à tous. Il est actuellement 13h00 et je suis prêt à démarrer du coup la conférence que j'avais prévue pour aujourd'hui, qui s'intitule Comment configurer Matomo dans le respect du RGPD. Avant de démarrer, je voudrais juste m'assurer que le son est OK. Frédéric, est-ce que tu m'entends correctement? Oui, parfaitement. OK, super. Écoutez, je vais donc démarrer cette conférence donc, qui est prévue de 13h jusqu'à 13h45 en incluant les différentes questions et réponses que chacun d'entre vous pourra avoir par rapport à cette problématique. N'hésitez pas pour cela à aller sur chat.matomocamp.org, de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, et une fois dessus, de ne pas hésiter du coup à poser des questions dans le salon qui est prévu à cet effet, et Frédéric, qui est modérateur de cette conférence, me posera du coup ces questions, soit au fil du lot si elle nécessite une réponse directe, soit à la fin de la conférence. Vous pourrez par ailleurs poser des questions même tout au long du Matomo Camp sur cette problématique en particulier, que ce soit aujourd'hui ou demain, puisque la salle de questions reste ouverte. Alors je vais peut-être, pour les besoins de la conférence, garder un petit peu plus de bande passante et arrêter ma caméra. Alors, l'idée dans cette conférence, c'est tout d'abord que je me présente, ensuite que je vous présente l'objectif, ou en tout cas les objectifs de cette conférence, ensuite de vous donner une définition de ce qu'est l'analyse d'audience, puisque d'une certaine façon, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans le cadre du RGPD. Ensuite, je passerai sur une définition de ce qu'est une donnée personnelle au sens du RGPD. Ensuite, je traiterai de l'exemption de consentement avec Matomo qui concerne, on va dire, la majeure partie des cas pour lesquels les personnes vont utiliser Matomo et comment faire ça dans le respect du RGPD. Ensuite, j'aborderai plus une partie qu'on voit finalement assez peu. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut traiter des données personnelles avec Matomo et qu'on doit récupérer justement le consentement de l'utilisateur. Et je conclurai ensuite cette conférence. Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Ronan Chardonneau. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler pour l'équipe de Matomo. Alors, quand on dit l'équipe de Matomo, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, j'ai surtout travaillé pour InnoCraft de 2017 à 2019, qui est l'entreprise privée qui est le principal contributeur au développement de Matomo. Donc en fait, c'est pas exactement vrai que j'ai travaillé pour l'équipe de Matomo, j'ai travaillé pour l'équipe d'InnoCraft, mais l'équipe d'InnoCraft étant le principal contributeur au projet Matomo, d'une certaine manière, via mon travail que j'ai pu faire au sein de l'entreprise InnoCraft, j'ai pu contribuer au développement du logiciel Matomo, et le logiciel Matomo, d'une certaine façon, j'y contribue beaucoup en tant que bénévole, notamment par la diffusion de connaissances, de tutoriels que vous pourrez retrouver sur Internet, soit sur ma chaîne Peertube, soit sur ma chaîne YouTube, soit également sur différents MOOC que j'ai pu créer, notamment celui de la Floss Marketing School, ou également d'un MOOC que j'ai pu créer sur la plateforme Zeste de Savoir, qui est une association à but non lucratif qui libère du coup des tutoriels, des connaissances autour de différentes technologies ou autres savoirs. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai travaillé du coup pour InnoCraft, donc de 2017 à 2019, j'ai notamment été la personne qui s'occupait de la mise en place du RGPD au sein de l'entreprise. Et là, ça m'a permis de voir énormément de choses. Et l'idée, c'est via cette conférence et également l'expérience que j'ai pu avoir après avoir quitté du coup InnoCraft, de pouvoir vous partager un petit peu tout ça dans la conférence d'aujourd'hui. Je suis formateur et consultant indépendant sur Matomo. Anciennement, ce n'était pas Matomo, ça s'appelait Piwik. Depuis 2010, donc vraiment, je ferai partie des toutes premières personnes à avoir d'une certaine façon parié sur Piwik, sur Matomo, et avoir décidé en fait de monter toute une structure, tout un business, on va dire, autour de ça, ce qui est notamment l'objet en fait d'une conférence qui aura lieu juste après, donc de 14h à 15h, que je ferai en anglais, où j'expliquerai comment développer une activité économique autour de Matomo. Donc voilà, ça c'est mon emploi principal. Donc je suis formateur et consultant indépendant sur Matomo depuis 2010. Et je suis également maître de conférence associé à l'IE d'Angers, que je salue au passage, en marketing digital. Alors maintenant on appelle ça plus du marketing numérique, depuis 2012. Donc voilà, en fait je forme
des armées, on va dire, d'étudiants en marketing numérique. Et depuis quelques années maintenant, j'essaye surtout de leur apporter des connaissances en marketing numérique en utilisant des logiciels libres. Et Matomo est naturellement celui dont je vais le plus parler. J'ai à côté de ça une troisième activité qui est assez récente, qui est que je suis expert international sur la thématique du logiciel libre auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, autour de la thématique des sciences ouvertes. Donc ça consiste à aller à l'étranger et être d'une certaine façon le porte-parole, l'ambassadeur du gouvernement pour expliquer quelle est la politique du gouvernement en termes de sciences ouvertes et notamment quelle est la politique qui est portée par le gouvernement autour de la libération des logiciels produits par les chercheurs et qui, d'une certaine façon, se doivent d'être en accès libre et sous licence libre. Donc ça, c'est un projet qui est tout nouveau pour moi. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler sur d'autres conférences plus tard. Et je suis également donc créateur d'une plateforme qui s'appelle la flossmarketingschool.com que je vous conseille très fortement d'aller consulter. Donc il s'agit d'un site internet sur lequel je libère en fait tous les cours que je dispense à l'IE d'Angers, donc à l'université d'Angers. Ce sont des cours donc en libre accès. Vous y avez des tutoriels, des explications textuelles. Vous y avez aussi des exercices. Et c'est vraiment assez génial si vous voulez vous éduquer en logiciel libre et en marketing numérique. Alors, l'objectif de la conférence va être le suivant. C'est que vous découvriez, si ce n'est pas le cas encore, que vous découvriez comment apprendre à se mettre en conformité de manière concrète avec Matomo pour le RGPD. Donc je partagerai du coup mon écran, je vous montrerai différents contenus, je vous montrerai le back-end de Matomo, quelles sont les options à travers lesquelles il faut j'ai envie de dire, naviguer pour être en conformité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur chat.matomocamp.org et y poser vos questions, puisque c'est notamment par cet intermédiaire-là que je vais pouvoir vous aider encore plus à être plus proche de vos besoins. Je vais du coup maintenant un petit peu avancer. Alors, je reviendrai sur ce lien-là un petit peu plus tard, qui est en fait j'ai envie de dire la clé de la conférence. C'est un guide que la CNIL a mis en ligne et qui explique pourquoi, d'une certaine manière, et comment des éditeurs de logiciels peuvent être exemptés de consentement. Donc c'est très intéressant parce que c'est une liste de facteurs qui sont indiqués, qui explique comment du coup un éditeur de logiciel peut être exempté de consentement et du coup comment on peut récupérer des données sur les utilisateurs directement sans avoir à leur proposer un bandeau d'acceptation. Alors, les prérequis pour suivre cette conférence sont les suivants. Je considère que pour cette conférence, la plupart d'entre vous connaissent déjà le RGPD. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous incite très fortement à aller sur le lien officiel eur-lex.europa.eu sur lequel vous trouverez le texte officiel du RGPD qui fait 88 pages de long. Sa lecture et sa compréhension, pour l'avoir fait, nécessite une demi-journée de travail, ou en tout cas de temps de réflexion, de lecture. Ça vaut l'investissement en temps, puisque d'ailleurs ça vous permet d'être bien éduqué, j'ai envie de dire, bien formé à ce qu'est le RGPD. Il faut savoir qu'une des règles de base du RGPD, c'est que le texte doit être lisible et compréhensible de tous, donc on n'est pas sur un document qui nécessite d'être Bac+15 pour pouvoir le lire. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de voir tout ce qu'englobe le RGPD. Alors Matomo n'est pas concerné par tout ce que dit le RGPD, mais ça vous permet justement de savoir au final qu'est-ce que c'est que le RGPD par une source d'information qui n'a pas été interprétée par un tiers qui vient directement de l'UE. Et ça a tout son avantage, tout son poids. Ensuite, je vous recommande très fortement de suivre des MOOC qui sont liés à l'application du RGPD ou du RGPD en général. Alors malheureusement, le MOOC édité par la CNIL est actuellement en cours de refonte. Donc si vous rendez sur... C'est dommage puisque l'ancienne version était très bien faite. Je pense qu'ils auraient pu la laisser en ligne. Vous la retrouverez quand même sur ce lien-là, puisqu'il y a bien un jour ou l'autre où ils vont le mettre à jour. Ils disent bien qu'ils sont en cours de rénovation.
Cependant, moi je sais que quand j'ai démarré à m'éduquer sur le RGPD, la CNIL n'avait pas encore sorti son MOOC en ligne. J'avais suivi du coup une formation par une université néerlandaise qui elle aussi apparemment a également revu du coup son MOOC. Il me semble que c'était celui-ci, mais j'en suis pas sûr. Je vous ai mis là le lien à titre indicatif. Je pense que vous pouvez facilement taper MOOC RGPD sur un moteur de recherche très connu et facilement trouver d'autres MOOC. Mais je pars du principe que pour suivre cette conférence-là, vous savez déjà ce que c'est à minima que le RGPD. Voilà. Alors, on va maintenant, avant d'attaquer directement la mise en conformité de Matomo dans le cadre du RGPD, revenir aux fondamentaux et d'expliquer en gros de quoi on parle. On parle de Matomo. Matomo, c'est quoi? C'est une solution en analyse d'audience. Okay, et du coup, la grande question, c'est quoi une solution d'analyse d'audience? Une solution en analyse d'audience, c'est ni plus ni moins qu'un système d'information. C'est rien qu'une base de données. Okay, donc ça, pour bien comprendre, Matomo, c'est quoi? C'est une base de données. C'est un endroit qui stocke des données. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient des traces d'échange entre deux ordinateurs. Entre l'ordinateur qui va être le client, c'est-à-dire en gros le visiteur ou l'utilisateur si vous avez une application mobile, si vous avez un intranet. Prendre un site web, c'est peut-être beaucoup plus simple. Donc vous avez un visiteur qui arrive sur votre site internet. Votre site internet, il est hébergé sur quoi? Il est hébergé sur ce qu'on appelle un serveur. Donc en gros, vous avez une demande qui est faite par un ordinateur, à savoir un client, et vous avez en face un autre ordinateur qui lui répond, qui s'appelle le serveur. Ces deux entités, elles communiquent via quoi? Elles communiquent via ce qu'on appelle des requêtes HTTP. Et ces requêtes HTTP, qu'est-ce qu'elles contiennent? Eh bien, elles contiennent des informations qui sont standards dans les communications entre deux ordinateurs, qui sont l'adresse IP de l'ordinateur client, l'heure et la date à laquelle justement la requête est effectuée, la page qui est demandée. Donc ça, la page qui est demandée, c'est aussi bien l'URL, et via l'URL est récupéré également le titre de la page. Va être récupéré également la manière dont l'utilisateur est venu sur le site, comment il l'a connu d'une certaine manière, qu'on appelle le référent URL. Est également transmis derrière tout ce qui va être résolution de l'écran. Également, par intermédiaire de ce qu'on appelle le user agent, est également transmis la langue du navigateur. Et derrière, un petit peu plus d'informations sur le navigateur, telles que sa version ou le système d'exploitation sur lequel il est utilisé. Tout ça pour vous dire que ces informations-là sont stockées dans une base de données. Alors, je vais peut-être partager mon écran, ça va peut-être être plus explicite directement. Et c'est en ça que je trouve que Matomo est assez génial. C'est que, au moins chez Matomo, vous voyez à quoi ressemble la base de données. Frédéric, excuse-moi, est-ce que tu vois bien mon écran là, ce que je partage? Oui, tout à fait. Ok, impeccable. Donc là, typiquement, c'est la base de données de Matomo. Donc c'est ce que vous devez installer le jour où vous installez Matomo sur le serveur de votre choix. Il ne faut pas oublier que Matomo, ce qui fait sa force, comparé à tous les autres logiciels du marché, c'est que c'est un logiciel qui est libre. Donc c'est quelque chose c'est un logiciel que vous récupérez directement sur un site, à savoir matomo.org. Et ensuite, une fois que vous avez ce logiciel-là, vous décidez du serveur sur lequel vous allez l'installer, et quand vous l'installez sur un serveur, vous devez installer ce qu'on appelle une base de données, et elle est là, notre fameuse base de données. Donc c'est là où vous avez justement ces fameuses requêtes HTTP qui contiennent des données qui ont été extraites et qui ont été ensuite ici insérées dans la base de données. Et c'est là où on voit, par exemple, l'identifiant de la visite, le site sur lequel vous avez déployé du coup Matomo. Vous allez avoir ensuite tout ce qui va être l'adresse IP de l'utilisateur, vous allez avoir sa localisation qui va être représentée ici. Alors, les infos qu'on voit ici ne sont pas forcément les plus explicites, mais si on va se diriger un petit peu plus là sur la droite, on a directement des informations qu'on a plus l'habitude de voir, à savoir le référent, à savoir la langue du navigateur, à savoir quel est le type de moteur qui est utilisé, donc en gros quel navigateur, la version du navigateur, etc., etc. Tout est enregistré au final ici dans cette fameuse base de données. Alors, donc une solution d'analyse d'audience, je le rappelle, c'est juste une base de données qui contient les informations de base qu'il y a d'échange entre un navigateur, entre du coup un ordinateur client et un serveur. Donc pour faire simple, quelles sont les données personnelles qui sont collectées par défaut dans Matomo?
En réalité, hein, dans ces fameuses données personnelles qu'on a, on n'a pas grand-chose. Probablement la plus intrusive qu'on peut avoir, c'est la fameuse adresse IP, hein, qui permet d'ailleurs de pouvoir identifier généralement un foyer, hein, mais parce que l'adresse IP est fournie par votre fournisseur d'accès Internet, mais en réalité derrière, c'est surtout dangereux si au sein d'un foyer, vous n'avez qu'une même personne, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que cette adresse IP, au moins une personne, à savoir votre fournisseur d'accès Internet, peut savoir qui est derrière, ce qui est naturellement moins le cas quand dans un foyer, vous avez plus d'individus. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, de base, dans Matomo, vous n'avez pas d'informations qui sont très personnelles. Maintenant, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que Matomo, vous pouvez étendre sa puissance de collecte de données avec des codes de suivi qui sont spécifiques, hein, donc ça après qui sont l'objet d'une documentation qu'on retrouve sur developer.matomo.org et qui est représentée par exemple les dimensions personnalisées qui vont être des informations, des données que vous pouvez assigner à vos visiteurs et qui permettent du coup d'en savoir plus sur eux. Alors ces données-là, elles viennent pas du Saint-Esprit, hein, naturellement, elles viennent parce qu'elles sont déjà probablement présentes sur votre site web. Par exemple, on peut imaginer, vous avez, je sais pas moi, un site e-commerce, et sur votre site e-commerce, une personne, lorsqu'elle se crée un compte, va y indiquer, par exemple, son nom et prénom. Bon, ces informations-là, elles sont stockées dans la base de données qui est liée à votre site web, et vous pouvez, par intermédiaire des dimensions personnalisées, venir récupérer, par exemple, ces données-là et venir les matcher avec la visite. Mais ça, ce sera vraiment une action qui sera faite de la part de l'éditeur du site web, de la personne qui a le contrôle sur le code source, et qui va décider de son plein gré de pouvoir mettre ces données personnelles. Même chose concernant le user ID. Là, c'est pareil, hein, ça c'est un code qui permet spécifiquement de reconnaître l'utilisateur. Mais ça, c'est pareil, en fait. Vous pouvez reconnaître l'utilisateur que si il ou elle vous a donné l'information. Donc, ça va être typiquement le cas lorsque une personne va se loguer sur un site. Je reprends par exemple l'exemple d'un site e-commerce. Bon, si une personne se logue sur un site e-commerce, c'est qu'à un moment donné, il ou elle aura décidé de se créer un compte sur votre plateforme. Et du coup, quand la personne se crée un compte, elle va vous donner, ou en tout cas vous allez faire un espèce de système pour pouvoir mettre un identifiant. Donc généralement l'identifiant, ça va être le nickname, ça va être le pseudonyme que la personne aura décidé de se créer lorsqu'elle sera créé le compte, qui va être utilisé justement pour créer le user ID. Après, et ça c'est plus un point de vigilance, faites attention puisque la manière de vous intégrer le code dans Matomo peut être effectuée par intermédiaire de plugins. C'est notamment le cas lorsque vous utilisez par exemple des plugins déjà développés pour WordPress, pour intégrer Matomo ou PrestaShop ou tout ce que vous voulez. En fait, ces plugins-là, il faut imaginer que vous avez des équipes d'intégration, vous avez des développeuses, développeurs qui ont créé en fait des fonctionnalités spécifiques qui sont souvent très demandées pour ces CMS-là et qui, elles, peuvent automatiquement inclure la collecte de données personnelles. On peut imaginer typiquement le cas de l'e-commerce. Vous développez une boutique sur PrestaShop, vous développez une boutique sur WordPress. Naturellement, si vous mettez Matomo, vous attendez à ce que Matomo puisse collecter des informations concernant l'e-commerce, le panier d'achat, etc. Et là, en utilisant ces plugins-là, il n'est pas dit que par défaut, ces plugins-là n'intègrent pas directement les fonctionnalités de suivi e-commerce qui, elles, peuvent être considérées, en tout cas c'est le cas, on va y revenir justement tout à l'heure, par la CNIL, comme étant des données intrusives, en tout cas qui nécessitent l'accord au préalable de l'utilisateur pour pouvoir être collectées, puisque naturellement, par intermédiaire d'une transaction électronique, on peut d'ailleurs de manière indirecte savoir qui est la personne qui se cache derrière la commande. Et puis, naturellement, dans Matomo, on peut se retrouver avec des données personnelles qui remontent lorsque votre site est mal conçu. On peut imaginer, par exemple, un site web pour lequel vous avez des URL, et les URL en question contiennent le nom et prénom d'un individu, ou alors un identifiant, quelque chose comme ça. Donc c'est notamment le cas sur certains sites, hein, lorsqu'on se connecte à un back-office, parfois les développeurs ont eu la mauvaise idée de mettre du coup dans l'URL l'identifiant de l'utilisateur, et quand c'est le cas, naturellement, quand cette URL-là est chargée, ça envoie directement dans Matomo l'information. Mais par défaut, normalement, dans Matomo, l'information la plus intrusive que vous allez récupérer, que vous allez avoir, ça va être l'adresse IP. Tout ça pour dire que par défaut, il n'y a pas grand-chose
auxquels vous devriez avoir peur pour être en conformité avec le RGPD, même si, on va le voir juste après, hein, il y a quand même quelques petites choses qu'il va falloir faire. En revanche, là où vous devriez bien vous préoccuper de cette problématique RGPD, c'est toute la diapo là que je viens de parcourir. C'est que, naturellement, si vous avez des codes spécifiques, là, vous récupérez des données personnelles et là, vous risquez bien plus vis-à-vis de la loi si il y a des choses qui sont... si justement, à un moment donné, vous faites contrôler, quoi. Alors, à retenir qui est très important, du coup, en France, l'application du RGPD se fait via l'autorité de la CNIL. Donc ça, c'est pas une petite information, c'est-à-dire que j'ai fait le choix aujourd'hui de faire cette conférence en français, simplement parce que pour moi, c'est assez simple de pouvoir vérifier la doc de la CNIL et de vous la présenter. Cependant, ce que je vous dis là pour la France, ça ne marche naturellement pas si vous avez un site web qui est à destination d'un pays à l'étranger. Puisque du coup, lorsqu'il s'agit de l'étranger, là, c'est plus la CNIL qui fait foi, donc il faut à chaque fois regarder qui est l'équivalent de la commission en vie privée dans le pays que vous visez. Donc, on peut imaginer une entreprise française qui, du coup, développe un site à destination de l'Allemagne. Là, il va de soi que c'est pas la règle de la CNIL qu'il va falloir suivre pour mettre Matomo en conformité, ça va être directement celui de l'autorité allemande. D'où l'intérêt, lors du Matomo Camp, de venir échanger avec des personnes qui sont d'Allemagne. Ça vous permet d'ailleurs de pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qui se fait. Là, pour cette conférence, je vais vraiment juste parler du marché franco-français. Alors, que dit la CNIL par rapport à la mise en conformité de Matomo avec le RGPD? Alors, si vous ne collectez pas de données personnelles, alors vous pouvez bénéficier de ce qui s'appelle une exemption de consentement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir explicitement un utilisateur qui débarque sur le site, voit un bandeau qui dit hey, « est-ce que vous acceptez que vos données soient collectées ?» Non, ça vous pouvez vous en passer. D'accord ? Donc ça, c'est, on va dire, la principale raison pour laquelle les utilisateurs pour laquelle les webmasters viennent choisir Matomo. Notez ici que vous pouvez bénéficier d'une exemption. Le pouvez, il est très important, puisque naturellement, ça va impliquer que l'exemption n'est pas automatique. Il va falloir faire des choses pour pouvoir bénéficier de cette autorisation de collecte de données sans l'accord préalable de l'utilisateur. Si jamais vous voulez utiliser Matomo pour collecter des données personnelles, donc là on va plus voir le cas du genre ah mais en fait moi j'ai mis Matomo sur mon site, mais en fait je souhaite collecter des données personnelles telles que celles que je vous ai présentées tout à l'heure, transactions e-commerce, ça peut être des informations sur l'individu, tel que je vous ai dit tout à l'heure, nom, prénom, ou ça peut être son adresse IP en intégralité. Là, vous n'avez pas d'autre choix. Il va falloir obtenir d'ailleurs le consentement des utilisateurs. En gros, ici, sur la solution numéro 2, vous êtes au même niveau que si vous utilisiez Google Analytics ou toute autre solution qui, elle, nécessite spécifiquement l'accord de l'utilisateur. En ce qui concerne ce qu'il faut savoir et comment se mettre en conformité, tout est directement mis sur le site de la CNIL, sur cnil.fr/fr cookie autre traceur. Je vais du coup en parler d'ici quelques minutes et puis vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Juste l'instant troll du jour, faites très attention à la CNIL, soyez vigilants quand on parle de RGPD ou autre, puisque voilà, ça c'est un message que j'ai envoyé, cette réponse est la suite d'un message que j'ai envoyé il y a à peu près 80 jours. Alors la CNIL, je suis d'accord pour dire qu'ils ne sont pas beaucoup de personnel et qu'ils mettent du temps avant de répondre. Ils indiquent bien sur leur site que voilà, ils ont actuellement beaucoup de demandes et qu'il leur faut en moyenne 60 jours pour pouvoir répondre. Mais j'étais assez étonné de voir que donc, je leur ai écrit il y a 80 jours à peu près. Je reçois une réponse le mardi 26 octobre. Ma question était la suivante. C'était, je ne voyais pas que Matomo était listé comme solution exempte de consentement. Et je leur demandais tout simplement voilà, à quelle date Matomo va être exempté de consentement. Et j'ai reçu la réponse le mardi 26. Nous vous remercions de vous avoir contacté. Je vous prie tout d'abord de vous laisser nanana. Je vous informe que l'outil Matomo ne figure plus dans la liste des solutions ne nécessitant pas de consentement des internautes. En effet, cet outil auparavant présent était retiré du fait de l'absence de mise en conformité de nouvelles recommandations de la CNIL. Et en fait, en réalité, heureusement que j'ai fait mon boulot correctement. En fait, il s'avère que ça faisait au moins une bonne semaine que si Matomo était bien exempt de consentement, il y avait bien un guide de mise en conformité qui était sur le site de la CNIL, mais c'est simplement que là, la personne qui m'a répondu n'avait pas vérifié au final n'avait même pas été sur le site de la CNIL pour vérifier l'information. Donc c'est assez fou de se dire waouh,
Ils ont mis 80 jours à répondre, et en plus, quand ils font une réponse, elle n'est pas bonne. Tout ça pour vous dire que ce qu'on appelle le DPO, donc le Data Protection Officer, la personne qui est en charge de respecter la vie privée des utilisateurs dans votre infrastructure, dans votre institution, dans votre entreprise, faudra toujours qu'elle vérifie toujours par elle-même. Il y a un rôle de veille continue et de toujours creuser et chercher pour des nouvelles informations. Donc voilà, tout ça pour vous dire, méfiez-vous aussi un petit peu de la CNIL, puisque malheureusement, je pense qu'ils ont beaucoup de demandes et ils n'ont pas l'occasion de suivre un petit peu tous les dossiers, mais Matomo est bien exempté de consentement, et c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Alors, là, je vais partager du coup, j'ai partagé mon écran, tac, tac, tac. Alors, je vais devoir reposer la même question, je suis désolé. Frédéric, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, parfaitement. Okay. On est bien sur le site de la CNIL, là, de ton côté? Oui, exactement. Okay, c'est super, merci beaucoup. Alors, le site de la CNIL est très très bien fait. Vous avez deux parties ici, je suis particulier et je suis professionnel. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui s'appelle je suis professionnel, donc vous cliquez ici. Ensuite, vous allez dans technologie, et en fait, ce qui va nous intéresser là, c'est cookies et autres traceurs. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes là, vous avez différents blocs d'informations qui sont listés. Celui qui nous intéresse, celui qui s'appelle Cookies Solutions pour les outils de mesure d'audience. Je vous encourage très fortement à aller regarder régulièrement le site de la CNIL qui évolue quand même pas mal. C'est aussi pareil sur le site de matomo.org. Le RGPD, même si ça date de 2018 et on en parlait bien avant, on a de l'info qui tourne en continu. Donc n'hésitez pas à chaque fois, ce qui était vrai hier n'est peut-être pas forcément vrai aujourd'hui, ou en tout cas a été mis à jour. Et là, sur le site de la CNIL, on a en fait la liste des différentes solutions en mesure en analyse d'audience qui sont exemptées. Donc là, hop, je vais zoomer un petit peu. Hop, là vous avez du coup la liste des différentes solutions qui sont disponibles, et là vous avez bien du coup la solution de Matomo Analytics version 4. Donc ça peut être important aussi, qu'il vous faut la version 4 du coup pour pouvoir être exempté. Et le guide de configuration qui est présent ici. Alors je ne vais pas aller tout de suite dans le guide de configuration, je vais d'abord présenter selon moi ce qui est le plus important, c'est le dossier, c'est-à-dire ce que demande la CNIL pour qu'un éditeur de logiciel soit exempt de consentement. Pour moi, c'est important que vous le sachiez, parce que sinon on ne comprend pas forcément toujours pourquoi certaines solutions sont mises en avant, pourquoi certaines sont exemptées de consentement et pas d'autres. Donc ça, c'est le formulaire que doivent remplir les éditeurs de logiciels, donc AT Internet, Matomo, toute autre solution que vous pourriez avoir en tête, pour pouvoir avoir le droit d'être exempté de consentement des utilisateurs. Donc vous avez une liste de 9 points à respecter, pour pouvoir d'ailleurs éditer le guide de mise en conformité que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, le plus important, selon moi, c'est le point numéro 1, qui montre directement que des solutions telles que Google Analytics, on voit mal comment elles pourraient passer, quoi. Donc le point numéro 1, c'est désactivation de tout traitement des données pour votre compte, le cas échéant, et ce, indépendamment de la finalité poursuivie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si vous êtes un éditeur de logiciel, vous n'avez pas de choix, quoi. Soit vous êtes un logiciel libre, c'est-à-dire que vous êtes un bien commun, et c'est pas grave, les personnes sont libres de pouvoir utiliser le logiciel à toute fin qu'ils souhaitent, soit vous êtes obligé d'être un éditeur de logiciel qui fournit un service qui est payant. En fait, vous n'avez pas le choix, parce qu'une entreprise, par définition, c'est pas là pour faire du bénévolat. Donc ça, c'est la condition numéro 1 est vraiment importante, puisque c'est ça qui dit que dans tous les cas, exit Google Analytics. En fait, ils peuvent juste même pas passer ici, ils peuvent pas être exempts de consentement, puisque ça voudrait dire qu'ils mettent à disposition le service gratuitement, qui coûte naturellement énormément d'argent en termes de stockage et de données, et c'est juste pas possible. Ensuite, on a toutes les autres conditions qui, elles, vont plus nous faire ouvrir les yeux sur finalement les fonctionnalités qu'on n'a plus le droit d'utiliser par défaut sans avoir le consentement des utilisateurs. Donc c'est tout ce qui va être désactivation de cohorte d'utilisateurs, la limite de collecte de l'adresse IP, donc le fait qu'on a le droit de collecter une adresse IP en intégralité, on doit la pseudonymiser. Désactivation de toute fonction d'import de données externes, donc c'est pas de possibilité de faire de croisement de données, donc de pouvoir injecter par exemple des données par défaut qui viendraient d'un CRM pour pouvoir d'ailleurs avoir plus de sens sur les données qu'on a à l'intérieur de Matomo. Désactivation des exports de données contenant des identifiants uniques ou des données non agrégées. Donc ça, c'est la possibilité un petit peu inverse de celle-ci, c'est la possibilité de pouvoir utiliser des données de Matomo
pour venir derrière transformer d'autres systèmes d'information existants pour pouvoir exploiter des données personnelles. Limitation du dépôt de stresseur à un domaine ou application mobile. Donc ça, ce qu'on appelle le cross-tracking, c'est le fait de ne pas pouvoir suivre un utilisateur d'un site à un autre. Donc ça, c'est notamment utile et on comprend l'intérêt lorsque, je sais pas moi, vous visitez un site de recettes de cuisine et vous visitez un site automobile et le propriétaire de ces deux sites, c'est le même. Et du coup, la possibilité d'en savoir plus sur vous, la possibilité de pouvoir probablement vous cibler davantage et de partager des données entre les différents systèmes d'information alors que vous ne savez pas que ça appartient à la même entreprise derrière. Désactivation de la capacité à visualiser un navigateur unique dans l'outil. Donc ça, ça a son point dans Matomo, c'est tout ce qui va être le journal des visites. Tout marquage permettant de récupérer des informations personnelles, donc ça va être tout identifiant que vous pouvez récupérer. Et existence d'un outil de fonctionnalité d'opposition aux cookies de mesure d'audience, donc ça, ce qu'on appelle l'opt-out, que probablement certains d'entre vous connaissent déjà, qui fait que même si vous n'avez pas donné votre consentement, même si votre solution est exemptée de consentement, vous devez quand même d'ailleurs de fournir un mécanisme d'opposition. Alors, passons maintenant à, je dirais, Matomo spécifiquement, ce qu'il en est pour la mise en conformité avec le RGPD. Donc, on a le petit guide de configuration que l'on trouve ici, qui est une fois de plus plutôt très bien fait, même si vu que la plupart d'entre nous ont des esprits qui sont toujours un petit peu torturés, on va toujours creuser encore davantage, mais en l'état, il est vraiment, il donne déjà les bonnes directives qu'il y a à suivre. Alors, donc là, ils nous disent deux choses. Matomo en mode auto-hébergé ou Matomo en mode cloud. Moi, pour cette présentation, je vais juste considérer en fait la partie auto-hébergé, pas la partie cloud. Ce qui change, c'est s'il y a la partie cloud, votre DPO a surtout la responsabilité de lire ici ce qu'on appelle le DPA. Cette version cloud, elle est propre au cloud que propose l'équipe de Matomo, donc matomo.cloud, et naturellement ne concerne pas d'autres hébergeurs que vous pourriez utiliser, tels que par exemple Gandhi le fait, Empreinte Digital le fait, Digitalist AB qui est également dans Matomo Camp le fait. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop parler en fait ici de la partie B, puisqu'elle parle plus de relations classiques qu'on peut avoir en hébergeur. Je pense qu'au contraire, ce qui nous intéresse plus ici, c'est vraiment la partie en auto-hébergé, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez le serveur. Alors, dans les choses qu'il y a à savoir, pour être en conformité avec la nouvelle directive de la CNIL. Donc ce guide de mise en conformité n'a plus rien à voir avec l'ancien qui était sur le site de la CNIL et qui parlait principalement de l'ancien nom de la solution, qui s'appelait Piwik. Là, il y a certes des choses qui étaient déjà présentes dans l'ancien guide, mais il y a des nouvelles choses qui sont venues se rajouter. Alors, l'une de ces choses, c'est la désactivation des fonctionnalités d'export. Alors, ces fonctionnalités d'export, c'est relatif au petit lien qui permet d'exporter des données, mais aussi et surtout, c'est le fait qu'on ne va plus avoir le droit d'utiliser en gros par défaut l'utilisation du journal des visiteurs. Ça peut être très embêtant, notamment pour les analystes qui font du débogage un petit peu comme moi. Cette fonction-là, vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes super utilisateur. Donc là, dans mon cas de figure, je suis super utilisateur, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je suis dans Matomo. Si je veux du coup respecter la première consigne que me donne la CNIL, il va falloir que j'aille ici dans Système, que je clique ici dans Paramètres généraux. Et une fois que je suis dans Paramètres généraux, que je clique sur Désactiver le journal des visites que je vais trouver ici. D'accord ? Donc je vais devoir cocher ces cases-là. Je vais vous montrer tout d'abord ce que c'est que le journal des visites pour celles et ceux qui n'identifient pas ce que c'est. Hop, journal des visites, c'est ça. C'est une fonctionnalité qui est super géniale, qui vous permet justement de pouvoir voir quelles sont les actions que les utilisateurs effectuent une par une. Okay, donc ça, vous n'en avez plus le droit de l'utiliser donc par défaut, en tout cas si vous voulez être exempté de consentement. Je pense que c'est plutôt compréhensible. L'idée est qu'un utilisateur qui revient à plusieurs reprises, qui a un certain comportement, on va être en mesure d'une certaine façon de pouvoir le cerner et potentiellement arriver à identifier qui il est si on a une autre source d'information qui nous dit que, je ne sais pas moi, quelqu'un adore notre site internet par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, pour respecter justement le premier critère, il va falloir que vous cochiez ici. Vous cliquez ensuite sur... j'espère que c'est cette adresse-là. Non, c'était pas le bon. Hop, désolé, je retourne là où j'étais. C'était... Hop,
je vais passer mon histoire. OK, enregistrer. Ça doit être celui-ci. Hop. OK, donc là, on est bon. Conséquence, ça va être quoi? Ça veut dire que maintenant que cette case, elle est cochée, abracadabra, le journal des visites a disparu. Le journal des visites a disparu du coup de cet écran-là. C'est aussi pareil pour le log segmenté. Donc là, si je vais consulter un rapport archivé et que je vais demander par exemple ici quels sont les utilisateurs qui viennent de Serbie, vous voyez que le petit icône du log segmenté a disparu. Voilà, ça c'est le premier critère. Deuxième chose à connaître. Permettre aux visiteurs de refuser d'être suivis, ce qu'on appelle l'opt-out. Là, il n'y a pas de secret par rapport à l'ancien guide de Matomo, ça a toujours été le cas. Hein. Même si vous êtes exempté de consentement, vous devez d'offrir un mécanisme d'opposition à votre visiteur. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en fait sur la page de Privacy Policy, page donc de confidentialité des vies privées. Donc vous devez de fournir une information claire à vos utilisateurs et puis vous devez du coup de pouvoir offrir un mécanisme d'opposition. Donc là sur cette page de confidentialité de données, vous devez expliquer qu'est-ce que c'est que Matomo, à quoi ça sert, quelles sont les données qui sont collectées, et vous devez aussi offrir la possibilité à l'utilisateur, ok, je veux, même si tu collectes des données anonymes sur moi, je veux pas que tu en collectes et s'oppose. Alors ça c'est pas bien dur hein, pour le mettre en place. Il vous suffit d'aller ici dans Matomo, vous allez dans vie privée. Dans vie privée, vous avez des inscriptions des utilisateurs. Et là, vous avez un petit iframe que vous pouvez copier-coller si vous trouvez qu'il n'est pas super sexy, parce qu'après tout, on parle d'un iframe, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Sachez que vous avez la possibilité d'ailleurs de pouvoir utiliser du HTML personnalisé. Je ne sais plus où est-ce qu'on va retrouver ça. Implement a custom visitor layout using JavaScript. Voilà. Et là, ils ont mis un exemple complet qui vous permet d'avoir vraiment le script d'opt-out avec le look and feel de votre site internet. Et c'est généralement plus esthétique. Donc voilà, quand on a un petit peu de temps à passer, on préfère plutôt prendre cette solution-là plutôt que de prendre l'iframe directement de Matomo. Point suivant sur notre to-do list. Vérifiez que les paramètres par défaut de Matomo sont toujours en place. Donc par défaut, Matomo va mettre en place l'anonymisation de l'adresse IP. Alors ici, on dit que vérifier les paramètres par défaut sont toujours en place parce qu'il n'est pas dit que vous ne repreniez pas le bébé à quelqu'un, donc le projet à quelqu'un, et que cette personne-là peut avoir, pour des raisons X ou Y, débridé Matomo de son fonctionnement par défaut. Donc en gros, il faut que vous regardiez si là, on est bien à minima du coup sur ce niveau d'anonymisation et que vous n'êtes pas du coup sur quelqu'un qui a changé et qui a décoché cette case-là et qui récupère du coup l'intégralité de l'adresse IP. Mais normalement, par défaut, il y a peu de chances pour que ça bouge, mais sait-on jamais, je sais pas, quelqu'un a voulu déboguer, a voulu en savoir plus sur les utilisateurs. S'assurer que les cookies tiers et cross-domain ne sont pas utilisés. Par défaut, Matomo utilise uniquement les cookies du first party, donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Là, normalement, par défaut, vous ne devriez pas avoir. Là, on rejoint un petit peu le point qu'on vient d'évoquer. Peut-être que quelqu'un a fait du travail avant vous et a mis en place le cross-domain et a mis en place la partie cookie tiers. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Hein. Il s'agira de mécaniques que vous trouverez justement à l'intérieur du fichier de config de Matomo, où ce sera clairement indiqué ici. Donc là, pour ça, il faut accéder au serveur, accéder au fichier config.ini.php et de regarder si on a cette ligne de code-là qui est installée. Si elle n'y est pas, bon, bah, il n'y a pas à se torturer l'esprit, c'est qu'il n'y a pas la fonctionnalité de cookie tiers qui a été mise en place. Même chose au niveau du cross-domain tracking, ça c'est quelque chose qu'on va voir directement dans le code de suivi de Matomo. Il s'agit d'une ligne qui a rajouté en plus d'autres choses, hein, mais voilà, ce sont des choses qui sont plutôt visibles, donc on voit rapidement si oui ou non si on est sur une interface custom. La plupart du temps, vous n'aurez pas à vous en occuper parce que, enfin, vérifiez tout de même, hein, mais dans la plupart des Matomo qu'on récupère, on n'a jamais de choses comme ça. S'assurer que la mesure du user ID n'est pas utilisée. Donc ça, user ID, je l'avais déjà évoqué un petit peu en introduction, ce qui permet de savoir qui est l'utilisateur qui est derrière. Ça va notamment être installé lorsqu'on a des intranets ou lorsqu'on a des sites e-commerce. Donc c'est pareil, ça ne s'installe pas comme ça par le Saint-Esprit, hein, c'est qu'il y aura une mécanique qui aura été mise en place. Donc là, par défaut, il faut imaginer que vous n'avez pas le droit de collecter cette donnée. Il va falloir demander l'accord de l'utilisateur. Et si vous avez l'accord de l'utilisateur, alors vous pouvez l'utiliser. Donc là, on va nécessairement devoir faire appel à une équipe en intégration pour justement mettre en place un mode de consentement et pour que les personnes puissent derrière donner leur accord pour avoir cette donnée collectée. Le point numéro D était un petit peu une surprise. On s'y attendait pas. C'est le fait que
Le e-commerce ne peut pas être utilisé du coup par défaut sans avoir l'accord de l'utilisateur. Donc là, il va falloir du coup désactiver cette option-là tant que vous n'avez pas d'ailleurs l'accord de l'utilisateur. Donc là, on rejoint un petit peu ce qui est évoqué ici pour le user ID, c'est-à-dire que on va devoir avoir une pop-up ou une bannière d'information pour dire ok, est-ce que tu acceptes d'avoir des informations qui sont collectées te concernant sur l'e-commerce. Point numéro E aussi, même chose, j'étais un petit peu surpris de le voir, puisque Matomo a des plugins premium, notamment le carte de chaleur et notamment l'enregistrement de session, qu'on appelle Heatmap and Session Recording. Et là, en fait, par défaut, vous devez les désactiver. Donc je pense que c'est une interprétation qui est genre, ok, c'est trop intrusif, même si ça collecte pas de données personnelles. Sachant que Matomo a fourni déjà des mécanismes qui permettent d'enlever tout ce qui va être données personnelles lorsqu'on les utilise, donc, typiquement masquer des champs de formulaire, mais là, non, apparemment, il faut directement par défaut les désactiver, on n'a pas le droit de les utiliser tant qu'on n'a pas l'accord. Et ensuite, donc, ça, le point numéro 4, c'est celui que j'évoquais un petit peu dans l'introduction, c'est-à-dire si votre site est mal conçu et que vous avez des URL qui collectent déjà des données personnelles, naturellement, il va falloir que vous mettiez en conformité, c'est-à-dire que vous modifiez votre code de suivi pour qu'il ne collecte plus du coup ces identifiants dans les URL. Par chance, Matomo met à disposition un outil qui vous permet d'anonymiser les données du passé. Donc ça va être le cas, voilà, supprimer. Voilà, on peut décider de supprimer des données qui sont dans le passé, notamment des URL qui contiendraient du coup des données personnelles. Alors, je ne sais plus si c'est exactement les URL, anonymiser le référent. Ouais, les paramètres de requête. Les paramètres de requête pour les URL, je crois qu'il faudrait carrément les supprimer. Je ne suis pas sûr que vous, si analyse track raw data, il faudrait que je regarde. Ouais, si, à tester, puisque là, vous pouvez quand même aller interroger du coup certaines colonnes et les anonymiser. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer du coup sur la partie comment mettre Matomo en conformité avec le RGPD. Je regarde vite fait, je vois qu'il est déjà 13h42 sur les diapos qui me restent. Alors, si j'ai pas encore parlé du recueil de consentement, donc là, c'est si vous collectez des données personnelles, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous avez directement une doc sur Matomo qui est assez peu utilisée, puisqu'au final, les personnes préfèrent utiliser directement Matomo avec l'exemption de consentement pour collecter des données. Mais si vous tapez du coup ici Matomo consent type, vous allez récupérer ça doit être peut-être creuser un petit peu par là. Donc vous avez une ligne de code qu'on peut venir ajouter. User for consent, how to not track, let user opt out. Ça doit être... excusez-moi, il faudrait juste que j'arrive à retrouver pile l'URL que je voulais. Ouais, moi je vais pas réussir à la retrouver là dans les temps. Matomo consent type. Matomo get consent developer. Voilà. Hop, c'est ça en fait. Ça, ce sont les lignes de code que vous allez devoir utiliser si jamais vous voulez du coup collecter, récupérer le consentement de l'utilisateur pour avoir le droit de collecter des données personnelles sur il ou lui. Donc, typiquement, ce qui va être le cas lorsque vous allez développer le tracking e-commerce, lorsque vous allez mettre en place le user ID, etc. etc. Donc, comme je le disais, c'est vrai que là, on est quand même sur des projets qui sont beaucoup plus avancés, qui vont être beaucoup plus techniques. On va devoir solliciter du coup une équipe en développement. Et notamment, il va y avoir encore plus de travail si vous vous retrouvez avec des finalités de collecte de données qui sont différentes. Puisque autant pour le suivi du commerce électronique, c'est assez simple à justifier de pourquoi vous avez besoin de collecter ces données. Autant lorsqu'on utilise le user ID, donc directement traquer un utilisateur personnellement, là c'est différent et probablement les finalités vont être différentes. Donc, ce qui veut dire que vous allez probablement devoir d'ailleurs recueillir plusieurs consentements, un pour chacune des actions et qui vont probablement d'ailleurs être demandés à des endroits qui sont différents. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous présenter. Hop.
et on arrive à la fin de cette présentation. Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé. Frédéric, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Pour le moment, non, mais je vais inviter tout le monde qui aurait des questions à les poser dans le chat. J'espère que j'ai été clair avec la présentation. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que nous, en France, c'est clairement la CNIL qu'on doit suivre. Donc, on prend le guide de mise en conformité, on l'applique. C'est une sécurité qui est très intéressante, puisque le jour où on nous reproche quelque chose, vous pouvez sortir le petit guide que je vous ai montré tout à l'heure et faire « regarde, j'ai tout appliqué à la lettre ». Et puis ensuite, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que pour l'autre cas de figure, donc qui est le deuxième, que j'ai présenté donc, sur la fin de la conférence, là, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on est vraiment sur de l'intégration à faire au moment où on va avoir les interactions. Alors il y a une question que je t'ai mise dans le chat de Marwen. Tout d'abord, merci de poser une question. C'est super sympa et bonjour à toi. Alors, la question c'est la suivante. Je comprends qu'avec cette configuration, on couvre la mesure exemptée et le droit à l'opposition. Donc de toute façon, avec cette configuration, alors la configuration que j'ai présentée, ça rejoint également ce que j'ai expliqué en introduction, c'est que je n'ai pas parlé du RGPD spécifiquement dans cette conférence. Donc le droit à l'opposition, c'est une des conditions dans le RGPD, mais en fait, il y en a plein d'autres. Donc là, ce que j'ai montré, c'est juste pour avoir le droit d'être exempté, mais derrière, ça ne t'exempte pas, toi, de respecter tous les autres droits du RGPD, qui sont le droit d'accès à l'information pour les visiteurs, le droit d'export des données, c'est-à-dire un utilisateur qui demande droit à la portabilité de données, qui demande du coup à ce que tu exportes les données concernant. Donc non, il y a plein d'autres aspects que je n'ai pas évoqués qui sont liés au RGPD en général et à Matomo. Là, c'est vrai que j'ai plus parlé de la mise en pratique de Matomo pour être exempté de consentement. Alors, la question continue. Qu'en est-il de la mesure classique personnalisée quand les utilisateurs donnent leur consentement ? En fait, la mesure classique, moi j'appelle ça plutôt, comme tu le dis, comme tu le mets entre parenthèses, la mesure personnalisée. C'est-à-dire on va collecter du coup des données personnelles sur les utilisateurs. En fait, ça ne change pas grand-chose. En fait, ce qui change, c'est simplement le code que tu dois rajouter pour récupérer justement leur consentement. En fait, c'est tout. C'est juste que c'est beaucoup plus technique. Alors, il va y avoir deux conséquences. La première conséquence, naturellement, c'est que dès qu'ils débarquent sur ton site internet, tu ne récupères pas la donnée. Donc ça, tu n'as pas le droit de la récupérer, tant qu'ils ne donnent pas leur consentement. Maintenant, ils vont donner leur consentement. Donc pour qu'ils donnent leur consentement, tu dois rajouter du code de suivi qui va être spécifique. Donc là, c'est surtout toi, de ton côté, tu vas devoir déployer des efforts pour avoir ce code de suivi mis en place. Et pour le reste, ça ne change rien. Pour le reste, c'est comme pour la procédure exemptée des consentements. Tu as des données qui sont collectées dans Matomo. Tu dois respecter le RGPD avec un droit à l'information, c'est-à-dire avoir une page de confidentialité de données qui explique ce qu'est Matomo, ce que ça fait, etc. Avoir un droit à l'opposition. Ensuite, tu n'es pas exempt du droit à la portabilité, tu n'es pas exempt du droit à la suppression des données. Ensuite, ça, c'est plus le RGPD classique où tu dois avoir ta procédure qui a qu'en cas de contrôle ou en cas de demande par un data subject, par un individu, du coup, tu te dois de respecter du coup la procédure. Alors, du coup, la question continue. On fait partir un autre tracker qui contiendrait les features avancées, user ID, e-commerce, etc. au moment du consentement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as tout compris dans la question. C'est mon point d'interrogation est plus derrière sur est-ce que ton code de suivi, là, tu as le droit de tout déclencher d'un coup. En fait, ça dépend surtout de ce que tu mets dans ta bannière d'information. Parce qu'en fait, le RGPD dit bien que tu dois fournir une information claire et précise. Donc, tu ne peux pas dire de façon globale, en gros, tu m'autorises à tout collecter sur toi, quoi. En fait, ton user ID, il a une finalité. Ton suivi e-commerce, il a une finalité. Tes dimensions personnalisées, elles ont probablement une autre finalité. Peut-être que la finalité, c'est la même, mais il n'y a rien qui le dit. Donc ça, de toute façon, c'est plus à toi de te poser la question, de voir avec des tiers également ce qu'ils en pensent, et à partir de là, de décider en fait de faire soit un message global, et en fait la personne te donne son autorisation, et là, ok, cool, t'envoies tout d'un coup, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux justement les diviser.
là, après, c'est comme le dit le RGPD, hein, c'est toujours du bon sens et de l'analyse. Pour moi, l'e-commerce a clairement une finalité qui est bien différente de celle de User ID. Hein. L'e-commerce, pour moi, la finalité, c'est améliorer le chiffre d'affaires de ton entreprise, alors que le User ID, tu es clairement sur une fonctionnalité qui est beaucoup plus intrusive, quoi. Aller suivre l'utilisateur d'une certaine manière à la trace pour savoir ce qui se passe. Après, tu peux toujours arriver à le justifier d'une autre manière en disant bah non, mais j'utilise pas le User ID, moi je pseudonymise le User ID, donc je ne peux pas nécessairement savoir qui est la personne derrière de manière simple. Voilà, tout ça après ça se discute et ça s'analyse. Je t'invite également à poser la question à tous les autres personnes qui seront présentes à Matomo Camp, qui font des confs sur, et il y en a pas mal, je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4, autour de la privacy, puisqu'ils auront peut-être du coup une vision qui est complètement différente de celle que je présente, mais en tout cas, moi c'est celle que j'ai à première vue quand je lis les questions et les réponses qui me viennent à la tête. J'ai une autre question donc de Abdel, que je salue aussi, que je remercie de poser cette question. Tu évoquais que la remontée e-commerce nécessite le consentement. Ouais, j'étais étonné de le voir, et qu'en effet, dans le nouveau guide de la CNIL, il le met. En fait, c'est pas moi qui le dis directement, c'est simplement que c'est écrit directement dans tout de la CNIL. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit pas le cas, mais ils l'ont écrit, donc c'est comme ça. La CNIL considère donc que c'est une donnée personnelle. Bah, en tout cas, la CNIL considère que il faut avoir l'accord de l'utilisateur pour pouvoir déclencher le code de suivi e-commerce. Quand on réfléchit un petit peu à ce qu'il y a derrière, quand on visualise le code de Matomo, de quoi est-ce qu'on a besoin le code de Matomo pour qu'il se déclenche. Donc on regarde dans la doc de Matomo sur le suivi e-commerce, et dans le suivi e-commerce, une des informations, je crois, dont il a besoin, c'est le e-commerce order ID. Donc en gros, le numéro de commande. Et le numéro de commande, il est clair et net que de toute façon, toi, dans la base de données de ton site internet, tu l'as, et tu sais en gros que, je sais pas moi, c'est justement Abdelte qui a acheté telle paire de chaussures. Et forcément, du coup, c'est par définition, oui, c'est une donnée personnelle. Donc, ouais, il se retrouve du coup dans le scope on a besoin de l'accord de l'utilisateur pour collecter cette donnée personnelle. Même si la commande n'est pas reliée à un ID spécifique. Penses-tu que cela peut évoluer? Ça aussi, je trouve que c'est toujours une très bonne question que tu poses, et qui fait que moi aussi j'étais un petit peu étonné du fait que c'était dans le guide, puisqu'en effet, quand tu regardes ce que dit Matomo, enfin en tout cas dans les fonctionnalités que propose Matomo, tu as bien cette possibilité-là dans... Frédéric, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, je le vois. Ouais, est-ce qu'on a bien ici, tu vois, anonymiser l'identifiant de la commande. Là, on l'a bien du coup ici dans Matomo, et généralement en RGP, enfin en vie privée, hein, on identifie bien la notion de pseudonyme qui, elle, reste quand même une donnée personnelle, de l'anonymisation qui, elle, n'est pas une donnée personnelle. Donc je suis assez étonné, en effet, que tout comme toi, que cette fonctionnalité-là n'aurait pas été retenue au final par la CNIL, et fait que il n'y a pas de... qu'au final, la CNIL considère que non, c'est pas suffisant. Je pense que là, à mon avis, la question à poser, on l'a vu, hein, 80 jours pour avoir une réponse, pour au final une réponse qui tombe à côté. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de contacter directement l'équipe de Matomo. Alors, moi j'ai trouvé quelque chose qui était assez génial dans la doc de l'équipe de Matomo sur la partie RGPD. Hop, Fred, excuse-moi, est-ce que tu vois toujours mon écran? Oui, je confirme. Ok. En gros, quand on est en charge d'un RGPD et qu'on est une entreprise, on est en obligation d'avoir un DPO, et du coup, l'équipe de Matomo a un DPO. Donc là, je pense que ta question, elle est super intéressante, et qu'il faudra en fait solliciter le DPO de l'équipe de Matomo. Donc, ils ont bien un EU representative qui est... je crois qu'il s'appelle Christophe Bauer. Voilà, donc ils ont vraiment une personne dédiée qui est là pour répondre à ce type de questions. Donc en fait, moi je pense que ça peut être vraiment l'objet d'une super question. Je te remercie de me l'avoir posée, de lui écrire et de dire donc tu écris à privacy@matomo.org, je lui dis bonjour Christophe. Je comprends pas. Normalement, si on anonymise le truc, on devrait du coup, et là l'idée c'est de voir ce qu'il en est derrière. Honnêtement, je pense que légalement, juridiquement, tu risques pas grand-chose,
parce que tu pourras clairement montrer patte blanche et dire, bah regarde, c'est anonymisé, c'est pas pseudonymisé, mais bon, mieux vaut quand même avoir à un moment donné une réponse de quelqu'un qui a peut-être plus un background juridique. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que c'est peut-être le réflexe à avoir. Après la question, pourquoi moi je l'ai pas fait, parce que j'ai plus le temps, tout simplement, mais il faudrait que je le fasse. Juste, il est 13h55 pour info. Ouais, super. Bah écoute, je vais prendre la dernière question, et puis après j'aurai 2 minutes pour souffler et faire la dernière conf. On a une question de la part d'Adama. Est-ce que Matomo ne deviendra pas payant à l'avenir? Bah non, parce qu'en fait, par définition, Matomo, c'est un logiciel libre qui vit grâce à la confiance que lui a donnée la communauté. Donc, de toute façon, eux, à côté Matomo, ils ont déjà en place leur business model, qui est du cloud, qui fonctionne bien, qui sont les fonctionnalités premium qui fonctionnent aussi bien. Il faut imaginer qu'à partir du moment où tu as un coup de couteau dans ta communauté, qui serait finalement les gars, maintenant on fait un logiciel qui est payant, là tu perds ta value proposal, enfin tu perds en gros la valeur ajoutée de tout ce qui a fait ta renommée. Tu te récupères enfin, de toute façon, on le voit, il y en a un paquet de concurrents qui ont essayé aussi de se présenter comme une alternative à Matomo en disant nous on a un logiciel libre. À partir du moment où ils ont eu un minimum de popularité, ils ont fait quoi? Ils ont dit finalement on a un logiciel propriétaire, on ferme notre code source et on devient payant. Du coup il se passe quoi? Il se passe que leur logiciel est tombé dans l'oubli parce qu'ils ont tué leur valeur ajoutée. Donc moi en tout cas je suis pas inquiet là-dessus, et puis je pense aussi que ils l'ont déjà prouvé par le passé, notamment si vous regardez historiquement, il y a toute une histoire autour de Piwik Pro et anciennement Piwik. C'est justement dans cet esprit-là que tout a été. Que je pense que Matomo a déjà prouvé qu'ils sont un logiciel libre et ils le resteront, puisque les gens qui sont derrière ont cette vision. Ok, voilà, il est actuellement 13h57. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir assisté à cette conférence, et puis je vous retrouve d'ici 3 minutes pour une nouvelle conférence sur comment développer tout un business avec Matomo, qui sera une conférence en anglais. Merci à tous et merci à Frédéric d'avoir modéré cette conférence. À bientôt.